Le jour où mon chien est mort, j'ai appelé ma mère en larmes. Elle a soupiré et a dit, « Pouvons-nous parler de quelque chose de concret ? Ton frère a besoin d'aide pour déménager samedi. » Je me suis essuyé les yeux et j'ai dit 6 mots qui l'ont laissé sans voix. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans et je dois vous parler des 6 mots qui ont fait exploser une dynamique familiale de 30 ans en environ 4 secondes chrono. Mais pour comprendre pourquoi ces mots étaient importants, vous devez d'abord comprendre ma famille. Plus précisément, vous devez comprendre mon frère Rémi et le piédestal que ma mère a construit pour lui avec je ne sais quel matériau utilisé pour fabriquer des illusions. Grandir dans notre maison pavillonnaire en banlieue lyonnaise, c'était comme vivre dans l'une de ces illusions d'optique où les escaliers ne mènent nulle part. De l'extérieur, tout semblait normal. Une maison traditionnelle à 2 étages, des haies bien taillées, une voiture familiale dans l'allée. Mais à l'intérieur, les règles n'avaient de sens que si l'on acceptait une vérité fondamentale. Rémi était le fils, et le reste d'entre nous avait juste de la chance de graviter dans son orbite. Rémi a 2 ans de moins que moi. Et depuis le moment où il est arrivé en hurlant dans ce monde à l'hôpital d'Orléans, ma mère a décidé qu'il était l'être humain le plus remarquable jamais produit. Je n'exagère pas. Quand Rémi a appris à marcher à 13 mois, ma mère a appelé sa sœur en Normandie pour l'annoncer comme s'il s'agissait d'un événement exceptionnel. J'ai appris à marcher à 11 mois. Je le sais parce que mon père me l'a dit une fois, avant d'ajouter, avec ce genre d'humour fatigué que seuls les pères ont, que personne n'avait appelé qui que ce soit à ce sujet. Mon père Serge était un homme bien, discret, qui a travaillé dans un atelier de mécanique industrielle pendant 31 ans. Il m'aimait. Il aimait Rémi. Il n'avait tout simplement pas l'énergie de se battre contre ma mère au sujet de ce favoritisme. Et honnêtement, je pense qu'il s'est dit que je m'en sortirais bien parce que j'avais son tempérament, posé, facile à vivre, le genre de gamin qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande et qui n'a jamais été renvoyé pour avoir jeté une chaise sur un professeur remplaçant. Ce que Rémi a fait en 5e, et dont ma mère a mis la faute sur le remplaçant. Papa est décédé quand j'avais 26 ans. Crise cardiaque à l'atelier, il a fait tomber une clé à molette, s'est assis sur un seau renversé, et ce fut la fin. Il me manque chaque jour. Mais voici le problème quand on perd le seul parent qui vous voyait vraiment tel que vous étiez. Cela signifie que l'autre a désormais le micro pour elle toute seule. Et ma mère a pris ce micro et s'en est donné à cœur joie. Après la mort de papa, le favoritisme est passé d'agaçant à insupportable. Rémi ne pouvait rien faire de mal. Rémi avait des difficultés. Rémi avait besoin de soutien. Rémi avait besoin d'argent. Rémi avait besoin de quelqu'un pour se porter garant d'un prêt automobile après avoir endommagé son 3e véhicule en 4 ans. Et devinez qui ma mère a porté volontaire sans même demander ? C'est ça, moi. Quand j'ai dit non, elle m'a dit que j'étais égoïste et que la famille aidait la famille. Quand j'ai fait remarquer que Rémi ne m'avait jamais aidé en quoi que ce soit, elle a répondu que c'était différent parce que Rémi traversait une période difficile. Rémi traverse une période difficile depuis environ 2006. Ce n'est pas une période difficile. C'est un mode de vie. Pendant ce temps, j'allais bien, non pas parce que quelqu'un m'avait aidé, mais parce que j'avais gardé la tête baissée et travaillé. J'ai obtenu un emploi dans une entreprise de logistique à la sortie de l'université. Je suis devenu responsable des opérations à 29 ans. J'ai épousé ma femme Céline à 30 ans. J'ai acheté une maison à 31 ans. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une vie construite brique par brique de mes propres mains et sans garant. Et à travers tout cela, j'avais Hugo. Hugo était un retriever doré de 14 ans. Je l'ai eu quand il avait 8 semaines, juste après l'obtention de mon diplôme. Il était la première chose qui était vraiment à moi. Mon appartement, mon chien, ma responsabilité. Et Hugo était, et je le dis sans une once d'ironie, le meilleur ami que j'ai jamais eu. Je sais que les gens disent ça des chiens et que ça ressemble à une carte de vœux, mais si vous avez déjà eu un chien qui savait que vous étiez triste avant même que vous ne le sachiez, qui pressait sa tête contre votre jambe quand le monde était trop bruyant, qui dormait devant la porte de la salle de bain quand vous étiez malade juste pour être près de vous, alors vous savez exactement de quoi je parle. Hugo était là quand j'ai été promu. Il était là quand ma petite amie de la fac m'a quitté. Il était là quand mon père est mort. Et c'est grâce à lui que je suis sorti du lit la semaine suivant les funérailles, parce qu'il avait besoin de manger et de sortir. Et d'une certaine manière, prendre soin de lui m'a rappelé que je pouvais encore prendre soin de moi. Céline a un jour plaisanté en disant qu'elle était le 2e grand amour de ma vie,
et elle l'acceptait parfaitement. C'est le genre de femme qu'est Céline. Quand Hugo a eu 13 ans, je savais que nous vivions sur du temps emprunté. Ses pattes arrière ont commencé à lâcher. Il ne pouvait plus monter les escaliers, alors je le portais. 21 kilos de retriever doré à monter et descendre 2 fois par jour, et je l'aurais fait pendant 47 années de plus s'il me l'avait permis. Céline et moi lui avons installé un lit dans le salon pour qu'il n'ait pas à se déplacer beaucoup. Nous lui avons acheté des tapis orthopédiques. Nous avons ajusté nos vies entières autour du confort de ce chien et aucun de nous n'y a réfléchi à 2 fois. Ma mère était au courant du déclin d'Hugo. Je le lui ai dit plusieurs fois. Je lui ai dit que le vétérinaire nous avait parlé de moi, peut-être 2 semaines. Je lui ai dit que j'avais du mal à le supporter. Sa réponse, à chaque fois, était une variante de « Eh bien, c'est triste, mais as-tu parlé à Rémi dernièrement ?» Il est très stressé par son travail. Le travail de Rémi, au fait, consistait à être barman 4 soirs par semaine dans un endroit appelé le comptoir, ce qui est la chose la plus typique de Rémi que j'ai jamais écrite. Voici la partie où j'ai besoin que vous soyez vraiment attentifs, car c'est là que tout commence. C'était un mardi d'octobre. Hugo avait arrêté de manger 2 jours auparavant. Il regardait sa gamelle, me regardait, et reposait simplement sa tête. Si vous avez déjà vécu cela avec un animal de compagnie, vous connaissez ce regard. Ce n'est pas exactement de la douleur, c'est une permission. C'est eux qui vous disent que c'est le moment. Le vétérinaire est venu à la maison ce matin-là. Céline et moi nous sommes assis sur le sol du salon avec Hugo entre nous. J'ai tenu sa tête sur mes genoux et je lui ai dit qu'il était le meilleur des garçons. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit que j'étais désolé de ne pas pouvoir le porter pour toujours. Et puis il est parti. Je suis resté assis sur ce sol pendant 1 heure. Céline m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais d'une manière dont je n'avais plus pleuré depuis l'enterrement de mon père. Des sanglots profonds et haletants, le genre qui fait trembler tout votre corps. Et quand j'ai enfin réussi à me reprendre suffisamment pour fonctionner, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que lorsqu'on perd quelque chose d'important, on se tourne vers les personnes censées nous aimer. Peut-être parce qu'une part stupide et têtue de moi croyait encore que si le moment était suffisamment grave, elle serait présente. Qu'elle entendrait son fils sangloter au téléphone et que quelque chose de maternel se déclencherait. Elle a décroché à la 3e sonnerie. J'arrivais à peine à faire sortir les mots. Maman, Hugo est mort ce matin. Je pleurais tellement fort que j'ai dû le répéter 2 fois pour qu'elle me comprenne. Et puis il y a eu ce silence. Ce long silence vide. Et elle a soupiré. Pas un soupir triste, un soupir agacé. Le genre de soupir qu'on pousse quand quelqu'un vous interrompt pendant que vous regardez votre émission. Et puis elle l'a dit. Pouvons-nous parler de quelque chose de réel ? Ton frère a besoin d'aide pour déménager samedi. Quelque chose de réel. Mon chien de 14 ans venait de mourir dans mes bras et ma mère appelait cela pas réel. Comme si Hugo était une plante d'intérieur. Comme si ce que je pleurais était un contretemps dans son emploi du temps et que je ferais mieux de me dépêcher de passer à autre chose parce que Rémi avait besoin de quelqu'un pour descendre son futon sur 3 étages. Je n'ai rien dit pendant ce qui m'a semblé être 1 minute entière. Je suis juste resté là dans ma cuisine, les larmes encore humides sur mon visage, tenant le téléphone, écoutant ma mère respirer à l'autre bout de la ligne comme si elle attendait que je confirme ma disponibilité pour samedi. Céline m'observait depuis l'encadrement de la porte. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait su exactement ce qui s'était passé rien qu'en voyant l'expression sur mon visage. Elle a dit que j'étais passé de brisé à toute autre chose. Elle a dit que c'était comme regarder un interrupteur basculer, sauf que la lumière ne s'était pas allumée. Elle s'était juste éteinte, et puis j'ai dit 6 mots, ne m'appelle plus jamais, maman. Et j'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 4 fois de plus. J'ai éteint mon téléphone. Céline a pris ma main, m'a ramené dans le salon où le lit d'Hugo portait encore ses poils, et nous sommes restés assis là dans le silence pendant un long moment. Elle ne m'a pas dit que je le regretterais. Elle ne m'a pas dit de rappeler pour m'excuser. Elle est juste restée assise avec moi. C'est ça, Céline. Elle sait quand les mots sont inutiles et que la présence est tout ce qui compte. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 11 appels manqués. 6 de ma mère, 5 de Rémi, et un message de Rémi qui disait «
et je cite de mémoire car je l'ai effacé plus tard. Mec, maman panique. Dis-lui juste que tu vas m'aider à déménager et arrête de faire des drames. C'est un chien. C'est un chien. Des mots qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la question de savoir si Rémi, à un moment quelconque de sa vie entière, m'avait jamais considéré comme un être humain à part entière avec des sentiments. C'est un chien. Comme si je réagissais de manière excessive. Comme si je devais emballer mon chagrin, coller une étiquette dessus et le pousser dans un coin pour pouvoir passer mon samedi à transporter les affaires de Rémi vers son nouvel appartement parce que sa petite amie Mélanie l'avait encore mis à la porte. C'était la 4e fois, d'ailleurs. Rémi et Mélanie avaient l'une de ces relations qui épuisait tout leur entourage. Ils se disputaient, rompaient, Rémi déménageait, ils se remettaient ensemble 3 semaines plus tard, et Rémi emménageait à nouveau. C'était comme regarder quelqu'un essayer de rendre un pull à un magasin qui n'arrête pas de l'accepter. Je n'ai pas répondu au message de Rémi. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Et pendant environ 48 heures, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Du soulagement. Un soulagement pur et net. Comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres toute ma vie et que quelqu'un avait enfin coupé les bretelles. Mais ma mère n'est pas le genre de femme qui accepte le silence. Pour elle, le silence est une attaque personnelle. Donc, quand je n'ai pas répondu à ses appels ou à ses messages pendant 3 jours, elle est passée à la vitesse supérieure. Elle a débarqué chez moi. C'était jeudi soir. Céline et moi étions en train de dîner. Un reste de soupe, rien de spécial. On a sonné à la porte, et elle était là, les bras croisés, la mâchoire serrée, me regardant comme si j'étais un adolescent qui avait raté le couvre-feu. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas salué Céline. Elle est entrée dans ma maison sans y être invitée et a dit « Il faut qu'on parle de samedi ». Pas « Je suis désolé pour Hugo ». Pas « Comment tu tiens le coup ?» Pas même « Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit ». Juste samedi, le déménagement de Rémi. La seule chose sur son radar. Je lui ai dit de s'asseoir. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée debout dans mon salon, juste à côté de l'endroit où se trouvait le lit d'Hugo, et s'est lancée dans un discours que j'aurais pu écrire en dormant. Rémi traversait une période difficile. Mélanie avait été injuste avec lui. Il avait besoin du soutien de sa famille. J'étais son grand frère et c'était mon devoir de prendre le relais. Papa aurait voulu que nous restions unis. Cette dernière phrase m'a presque eu. Presque. Parce qu'elle avait raison de dire que papa aurait voulu que nous restions unis. Mais papa aurait aussi voulu qu'elle me demande comment j'allais avant de disposer de mon week-end. Papa aurait dit, laisse le garçon faire son deuil, Françoise. Mais papa n'était pas là, et elle savait exactement ce qu'elle faisait en l'invoquant. Céline est intervenue avant que je ne puisse répondre. Elle mesure 1,60 m et parle doucement. Mais quand Céline trace une limite, vous le sentez. Elle a regardé ma mère droit dans les yeux et a dit, « Françoise, le chien de Julien est mort il y a 2 jours. Il est en deuil. Si vous n'êtes pas ici pour le soutenir, vous devez quitter notre maison. » Ma mère a regardé Céline comme si elle avait été giflée. Puis elle m'a regardé, s'attendant à ce que je contredise ma femme, que je m'excuse, que j'arrondisse les angles comme je l'avais toujours fait. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là et j'ai laissé les mots de Céline flotter dans l'air comme de la fumée. Ma mère est partie. Elle n'a pas claqué la porte, mais elle l'a fermée assez fort pour faire passer le message. Et en regardant ses feux arrière disparaître au bout de la rue, j'ai de nouveau ressenti ce soulagement. Plus aigu cette fois. Presque douloureux tant c'était agréable. Le samedi est arrivé et est passé. Je n'ai pas aidé Rémi à déménager. J'ai passé la journée sur mon canapé avec Céline à regarder d'anciennes photos d'Hugo sur mon téléphone. Il y en avait une du jour où je l'ai ramené à la maison. Cette minuscule boule de poils dorés endormie sur mes genoux sur le siège avant de ma vieille Renault. Je l'ai mise comme fond d'écran sur mon téléphone et je ne l'ai pas changé depuis. Le lundi suivant, ma mère m'a envoyé un long message. C'était le genre de message qui ressemble à des excuses si on plisse les yeux, mais qui n'est en fait qu'une liste de raisons pour lesquelles elle avait raison et pourquoi j'étais injuste. Elle a dit que je la punissais pour un seul commentaire. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais que j'étais trop sensible et que je l'avais toujours été. Elle a dit que Rémi avait dû engager des déménageurs et que cela lui avait coûté 400 € qu'il n'avait pas. Et elle espérait que j'en étais heureux. Je l'étais, en fait, un petit peu.
Mais voici le problème quand on est le paillasson de la famille pendant 34 ans. Quand vous arrêtez enfin de vous laisser marcher dessus, les gens ne voient pas que vous vous tenez debout. Ils voient que vous êtes difficile. Ils voient que vous faites des drames. Ils voient que vous êtes le problème parce que vous n'étiez jamais censé avoir de problème. Vous étiez censé être celui qui est facile à vivre. Celui qui se pointe, fait ce qu'on lui demande et ne réclame jamais rien en retour. Mon pote Vincent, que je connais depuis le lycée, est passé à la maison ce mercredi-là. Vincent est le genre d'ami qui débarque avec des bières et ne demande pas si on a envie d'en parler. Il s'assoit juste avec toi et attend. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière et je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, les 6 mots, ma mère qui s'est pointée, le message de Rémi. Vincent a pris une longue gorgée de sa bière, a regardé le jardin où Hugo avait l'habitude de chasser des écureuils qu'il n'attraperait jamais, et a dit, « Tu en as mis du temps, mec. » Et je savais qu'il avait raison. Cela couvait depuis des années. La mort d'Hugo n'a pas causé la rupture. Elle m'a juste montré ce qui était déjà brisé. Ce que je ne savais pas encore, assis là sur ma terrasse avec Vincent pendant que le soleil se couchait sur un jardin qui semblait plus vide qu'il n'aurait dû l'être, c'était jusqu'où ma mère et Rémi iraient pour me faire rentrer dans le rang. Je pensais qu'ils bouderaient pendant un certain temps. Qu'ils me feraient peut-être culpabiliser par l'intermédiaire d'un cousin ou d'une tante et que les choses finiraient par s'installer dans une nouvelle normalité inconfortable. Je me trompais. Il s'avère que lorsqu'on se retire d'un système qui dépend de notre invisibilité, le système ne se contente pas de s'ajuster. Il panique. Et les gens paniqués font des choses désespérées. Mais j'anticipe. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite, car c'est là que j'ai découvert exactement combien ma famille m'avait pris pendant que je ne faisais pas attention. Les premières semaines après avoir coupé les ponts ont été plus dures que je ne l'avais imaginé, pas parce que les dysfonctionnements me manquaient. Le fait d'être porté volontaire pour des corvées ne me manquait pas. Le fait de m'entendre dire que j'étais trop sensible ne me manquait pas. Regarder Rémi être félicité pour avoir fait le strict minimum pendant que je ne recevais rien pour avoir tout fait ne me manquait pas non plus. Ce qui me manquait, c'était l'idée de la famille. La version de ma mère qui existait dans ma tête mais qui ne s'est jamais manifestée dans la vraie vie. Faire le deuil de cette mère imaginaire a été presque aussi dur que de faire le deuil d'Hugo, ce qui est une phrase que je n'aurais jamais pensé écrire un jour. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Mon patron dans l'entreprise de logistique, un type nommé Michel, qui était mon mentor depuis des années, a remarqué le changement. Michel est l'un de ces types qui ont l'air de devoir entraîner une équipe de rugby. Grosse voix, poignée de main ferme, dit exactement ce qu'il pense. Il m'a fait entrer dans son bureau un après-midi et a dit, « Tu as l'air de quelqu'un à qui on a appris quelque chose. Tu veux en parler ou tu veux que je fasse semblant de ne rien avoir remarqué ?» Je lui ai raconté la version courte. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui est rare pour Michel. Et puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit, « Julien, certaines personnes sont des thermostats et d'autres sont des thermomètres. Les thermomètres ne font que réagir à la température de la pièce. Les thermostats la règlent. Tu as été un thermomètre toute ta vie. Il est temps de commencer à régler ta propre température. » J'y ai réfléchi pendant des jours. Céline et moi avons commencé à voir une thérapeute de couple. Non pas parce que nous avions des problèmes, mais parce qu'elle voyait bien que les histoires de famille déteignaient sur tout le reste. J'étais irascible. J'étais distrait. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, même si j'avais bloqué le numéro de ma mère. Comme si une part de moi attendait encore des excuses qui n'arriveraient jamais. La thérapeute, une femme nommée Dr Hélène Bertrand, a été la première personne à utiliser le mot bouc émissaire pour décrire mon rôle dans la famille. Elle a expliqué la dynamique d'une manière si claire que j'en ai eu mal au ventre. Rémi était l'enfant en or. J'étais le bouc émissaire. Ma mère avait besoin que quelqu'un soit le problème pour pouvoir continuer à prétendre que la vie de Rémi était la faute de tout le monde. Et j'avais joué ce rôle depuis si longtemps que je ne savais même pas que c'était un rôle. C'était la première vraie fissure dans le mur. Comprendre que je n'étais pas cassé. C'était le système qu'il était. Vers la 3e semaine sans contact, j'ai reçu un appel de ma tante Simone, la sœur de mon père. Tante Simone a 72 ans et ne tolère les bêtises de personne. Elle a appelé pour prendre de mes nouvelles car elle avait entendu dire, via les rumeurs familiales, que j'étais difficile. C'était son mot, pas le mien. Je lui ai raconté ce qui s'était passé.
L'appel téléphonique, les 6 mots, tout. Elle est restée silencieuse un long moment. Et puis elle a dit, ta mère t'a dit ça à propos de ton chien. Quand je lui ai confirmé, elle a dit un mot que je ne répéterai pas ici, mais qui commence par un C et ce n'est pas citron. Puis tante Simone m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Quelque chose qui a tout changé. Elle m'a dit qu'après la mort de mon père, ma mère avait reçu une indemnité d'assurance vie de 250 000 €. Je le savais. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au cours des 8 dernières années, ma mère en avait donné environ 140 000 € à Rémi. Pas prêté, donné. Le loyer de Rémi quand il n'y arrivait pas. La voiture de Rémi quand il avait endommagé la précédente. Les dettes de carte de crédit de Rémi. Les frais d'avocat de Rémi suite à sa conduite en état d'ivresse. La caution de Rémi pour l'appartement dans lequel il venait d'emménager, celui où j'étais censé l'aider à porter ses cartons. 140 000 € de l'assurance vie de mon père donnée au fils qui avait jeté une chaise sur un remplaçant et qui n'avait jamais grandi. Et voici la partie qui m'a vraiment achevé. Mon père avait une autre petite police d'assurance, 25 000 € spécifiquement mis de côté pour moi dans son testament. Tante Simone le savait parce qu'elle était là quand papa l'avait mise en place. Elle m'a demandé si je l'avais jamais reçue. Non. Je ne savais même pas qu'elle existait. Je me suis assis à la table de la cuisine après cet appel et j'ai juste fixé le mur. Céline est entrée et m'a trouvé comme ça, et je lui ai répété tout ce que Simone m'avait dit. Céline n'a pas crié. Elle n'a pas eu le souffle coupé. Elle est devenue très silencieuse, ce qui est ma façon de savoir qu'elle est vraiment en colère. Une Céline bruyante est agacée. Une Céline silencieuse est dangereuse. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat, un type nommé Maître Arnaud Petit que la femme de Vincent connaissait de son cabinet. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a demandé si j'avais des documents prouvant le testament de mon père. Je n'en avais pas, mais tante Simone, si. Elle avait des copies de tout parce qu'elle était l'exécutrice testamentaire. Elle avait cédé le contrôle à ma mère après la clôture de la succession parce que ma mère le lui avait demandé, et Simone lui avait fait confiance. Cette confiance, il s'est avéré, était mal placée. Maître Arnaud Petit a examiné les documents et a confirmé ce que je craignais. Le testament de mon père stipulait clairement que 25 000 € provenant de la police d'assurance secondaire m'étaient destinés. Ma mère les avait reçus et ne me les avait jamais transmis. Elle les avait encaissés, si l'on en croyait la chronologie, elle s'en était servie pour couvrir les frais de justice de Rémi suite à sa conduite en état d'ivresse. Le dernier cadeau de mon père pour moi avait servi à renflouer l'enfant en or. Je veux que vous vous imprégniez de cela un instant, parce que j'ai dû vivre avec cela beaucoup plus longtemps. C'est ici que je dois être honnête avec vous tous, car j'ai promis de l'être. Je n'ai pas bien géré les jours suivants. Je me suis fait porter pâle au travail. Je mangeais à peine. Je m'asseyais dans le jardin, sur la chaise où Hugo avait l'habitude de s'allonger près de moi, et je ne faisais qu'exister. Céline m'apportait du café le matin et de la soupe le soir, et ne me brusquait pas. Vincent m'envoyait des messages tous les jours. Juste des trucs stupides, des images drôles et des résultats sportifs. Sa façon à lui de me dire je suis là sans rendre la chose pesante. Et lentement, quelque chose a changé. La tristesse n'a pas disparu, mais elle est devenue plus petite. Et dans l'espace qu'elle a laissé derrière elle, quelque chose de plus dur et de plus clair a pris sa place. Pas exactement de la colère. De la détermination. J'ai recommencé à aller au travail. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai commencé à faire des projets. Michel m'a pris à part une nouvelle fois et m'a dit qu'il me recommandait pour un poste de directeur régional qui allait se libérer. Un plus gros salaire, de plus grandes responsabilités, une voiture de fonction. Il a dit que j'étais la personne la plus compétente qu'il ait jamais gérée. Et qu'il était temps que l'entreprise le reconnaisse. J'ai failli ne pas savoir quoi faire d'un tel compliment. Quand on a passé toute sa vie à s'entendre dire qu'on est quelqu'un de banal. Entendre quelqu'un dire que l'on est exceptionnel donne l'impression qu'il parle de quelqu'un derrière vous. Mais j'ai passé l'entretien et j'ai eu le poste. 30% d'augmentation, voiture de fonction, une équipe de 12 personnes sous mes ordres. J'ai commencé ce poste 6 semaines après la mort d'Hugo. Et je me souviens m'être dit, lors de mon premier jour dans ce nouveau bureau, que papa aurait été fier. Que Hugo aurait été couché sous le bureau en train de perdre ses poils sur mes nouvelles chaussures. Et ma mère ne savait même pas que c'était arrivé.
Cette dernière partie a été le sentiment le plus étrange de tous. Quelque chose de bien était arrivé et je n'avais pas besoin de le lui dire. Je n'avais pas besoin de son approbation, de sa reconnaissance, ni de son habituelle façon de ramener le sujet à Rémi. J'avais simplement cette chose, cet accomplissement, cette fierté, tout à moi. Et c'est alors que j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite. Pas par rancune, par soif de justice. Maître Arnaud Petit, mon avocat, est le genre de type qui parle avec des phrases calmes et mesurées, et qui vous donne l'impression que tout va bien se passer, même quand ce n'est absolument pas le cas. Il s'est assis en face de moi dans son bureau, 2 dossiers ouverts sur son bureau, et a exposé mes options comme s'il expliquait le menu d'un restaurant. L'option 1, a-t-il dit, était d'exiger les 25 000 € directement de ma mère avec les intérêts et d'espérer qu'elle paie volontairement. L'option 2 était de déposer une plainte officielle au tribunal judiciaire en utilisant les dossiers de tante Simone pour prouver le détournement d'un legs désigné. L'option 2 était plus compliquée. L'option 2 était publique. L'option 2 mettrait les décisions financières de ma mère dans un dossier judiciaire à la vue de tous. J'ai choisi l'option 2, non pas parce que je voulais l'embarrasser, parce que je savais que l'option 1 se déroulerait exactement de la même manière que toutes les conversations que j'avais jamais eues avec ma mère. Elle dévierait le sujet. Elle minimiserait. Elle me dirait que j'étais égoïste et que l'argent avait servi à aider la famille, ce qui signifiait aider Rémi, ce qui était la même chose dans son esprit. Le seul langage que ma mère comprenait était celui des conséquences, et elle n'y avait jamais fait face. Cela était sur le point de changer. Maître Arnaud Petit a d'abord rédigé une lettre de mise en demeure formelle, ce qui est la procédure standard avant de déposer plainte. Il l'a envoyée par courrier recommandé. Dans la lettre, il exposait la clause spécifique du testament de mon père, le montant qui m'était désigné, le fait qu'il avait été perçu et jamais distribué, et la chronologie des renflouements financiers de Rémi qui coïncidaient de façon suspecte avec les fonds manquants. Il a donné 30 jours à ma mère pour répondre. Elle a répondu en 4, non pas à Maître Arnaud Petit, à moi. Elle a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas puisque j'avais bloqué son numéro habituel et a laissé un message vocal que j'ai écouté exactement une fois et que je n'écouterai plus jamais. Sa voix tremblait, non pas de remords, de fureur. Elle m'a traité d'ingrat. Elle m'a traité de vindicatif. Elle a dit que mon père aurait honte de moi pour avoir traîné les affaires de famille dans un tribunal. Elle a dit que l'argent était à elle pour en faire ce qu'elle voulait et qu'aider Rémi était ce que toute bonne mère ferait. Elle a dit que j'avais toujours été jaloux de Rémi, et que cela le prouvait. Jaloux de Rémi, l'homme de 32 ans, récemment expulsé par sa petite amie avec qui il rompait sans cesse, barman 4 soirs par semaine, et qui avait une condamnation pour conduite en état d'ivresse sur son casier judiciaire. Ouais, maman. Je suis vert de jalousie ici dans mon nouveau bureau avec ma promotion et mon mariage et ma maison. Tu m'as percé à jour. J'ai transféré le message vocal à Maître Arnaud Petit. Il a dit que c'était en fait utile car cela confirmait qu'elle avait reçu la lettre de mise en demeure et qu'elle reconnaissait l'existence de l'argent sans en contester les faits. En termes juridiques, elle venait de lui faciliter la tâche. En termes humains, elle venait de me dire exactement qui elle était, une fois de plus. Et cette fois, je l'ai cru. 2 semaines plus tard, Rémi s'est pointé à mon travail. Je veux que vous imaginiez la scène. Je suis au milieu d'une réunion avec mon équipe, en train de passer en revue les projections logistiques trimestrielles, me sentant pour la première fois depuis des mois comme un professionnel compétent faisant des choses de professionnel compétent. Et mon assistant frappe à la porte vitrée et articule silencieusement, « Ton frère est là ». Rémi était dans le hall d'entrée portant un jean et un sweat à capuche qui avait l'air d'avoir fait la guerre, faisant les 100 pas comme un animal piégé. Je me suis excusé de la réunion et je suis sorti. Rémi a commencé à parler avant même que je n'ai complètement fermé la porte derrière moi. Il était bouleversé, sincèrement bouleversé, mais pas pour ce que vous pourriez penser. Il n'était pas bouleversé que notre mère ait détourné mon héritage. Il n'était pas bouleversé par le favoritisme. Il était bouleversé parce que la lettre de mise en demeure le mentionnait nommément. Son historique financier, ses renflouements, son arrestation pour conduite en état d'ivresse, tout y était détaillé en langage juridique et envoyé à l'adresse de notre mère ou Mélanie, qui était apparemment de retour dans le tableau et qui séjournait chez maman, l'avait lu. « Tu as étalé mes affaires au grand jour », a-t-il dit. Mélanie est au courant pour l'argent du tribunal maintenant. Elle pète les plombs. Je suis resté là et j'ai regardé mon petit frère.
Je l'ai vraiment regardé et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a des années. Rémi n'était pas mauvais. Il n'était pas machiavélique. C'était juste un type à qui on n'avait jamais dit non. À qui on n'avait jamais demandé de faire face aux conséquences. À qui on n'avait jamais demandé de porter son propre fardeau. Ma mère avait construit une bulle autour de lui. Et maintenant que quelqu'un y avait planté une aiguille, il ne savait pas quoi faire à part blâmer la personne qui tenait l'aiguille. Rémi, ai-je dit, maman a pris 25 000 € que papa m'avait laissé et s'en est servi pour payer ton avocat après que tu sois rentré du comptoir avec 2 fois la limite légale d'alcool dans le sang. Ce n'est pas moi qui étale tes affaires au grand jour. Ce sont tes affaires qui te rattrapent. Il m'a dévisagé, a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Je ne savais pas pour ça, a-t-il dit. Et le pire, c'est que je l'ai cru. Je ne pense pas que ma mère ait jamais dit à Rémi d'où venait l'argent. Pour elle, tout était dans le même pot, et les besoins de Rémi en étaient le seul exutoire. Il pensait probablement qu'elle utilisait ses propres économies, ce qui ne l'excuse pas d'être un homme de 32 ans qui accepte des dizaines de milliers d'euros de sa mère veuve sans poser de questions. Mais cela m'a fait réaliser que Rémi était tout autant un produit de ce dysfonctionnement que moi. Juste à l'autre bout. Il faut que tu partes. Lui ai-je dit. Je suis au travail. Il est parti. Pas de dispute, pas de drame. Il a juste tourné les talons et est sorti. Et pour la première fois, il m'a semblé petit. Pas d'une manière satisfaisante, d'une manière triste, comme de voir un chien qui a été gardé à l'intérieur toute sa vie soudainement debout dans un champ ouvert et qui n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Ce soir-là, j'ai appelé tante Simone et je lui ai dit où en étaient les choses. Elle avait accepté de témoigner si cela allait jusqu'au tribunal. Elle avait le testament original, les relevés de paiement de l'assurance et 8 années d'observation de ma mère siphonnant de l'argent vers Rémi pendant que je ne recevais rien. Elle m'a dit quelque chose lors de cet appel que j'ai écrit et scotché sur le miroir de ma salle de bain. Elle a dit, ton père ne t'a pas laissé cet argent parce qu'il pensait que tu en avais besoin. Il te l'a laissé parce qu'il voulait que tu saches qu'il te voyait. Ne laisse pas ta mère t'enlever ça. J'ai fixé ces mots tous les matins pendant les 2 semaines suivantes pendant que je me brossais les dents. Maître Arnaud Petit m'a appelé un jeudi. Ma mère avait engagé son propre avocat, un gars de sa paroisse nommé Maître Bernard, et ils avaient répondu à la lettre de mise en demeure. Ils ne contestaient pas les faits. Ils ne le pouvaient pas parce que les dossiers de tante Simone étaient irréfutables. Au lieu de cela, ils proposaient un accord, 25 000 €, payé en plusieurs fois sur 12 mois, en échange de l'abandon de toute autre action en justice et de la signature d'un accord de confidentialité. Un accord de confidentialité. Ma mère voulait me rembourser l'argent de mon père décédé en plusieurs fois et m'obliger à signer un contrat promettant de ne jamais en parler. L'audace en était presque artistique, comme regarder quelqu'un essayer de rendre un tableau volé et demander au musée de le remercier de l'avoir ramené. Maître Arnaud Petit m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais 2 choses. La totalité des 25 000 € en une seule fois, pas en plusieurs versements, et aucun accord de confidentialité. Je n'allais pas donner à ma mère le confort du silence. Elle pouvait se taire si elle le voulait, mais je n'allais pas renoncer à ma voix. Pas après 34 ans à m'entendre dire de me taire. Maître Arnaud Petit a envoyé la contre-proposition et ensuite nous avons attendu. Céline et moi avons passé ce week-end-là à faire quelque chose que je n'avais pas prévu. Nous sommes allés au refuge. Nous n'avions pas l'intention d'adopter. Pas encore. Nous voulions juste regarder, être à nouveau entourés de chiens, pour nous rappeler ce que ça faisait. Et là, dans la cage numéro 14, il y avait un corneau de 3 ans nommé Léo qui ressemblait au croisement entre un retriever doré et un point d'interrogation. Il avait une oreille qui se dressait et l'autre qui retombait et il a pressé sa tête contre la porte de la cage à la seconde où je me suis accroupi pour le regarder. Nous l'avons ramené à la maison cet après-midi-là. Céline a dit qu'Hugo aurait approuvé. Je pense qu'elle avait raison. L'appel de Maître Arnaud Petit est arrivé lundi matin. Ma mère acceptait la contre-proposition. La somme totale en une fois. Pas d'accord de confidentialité. Maître Arnaud Petit a dit que son avocat lui avait probablement conseillé qu'un procès serait pire. Les preuves étaient accablantes. L'image donnée était terrible et un juge m'aurait probablement accordé l'argent plus les frais de justice. Régler l'affaire discrètement était la décision intelligente, et pour une fois, ma mère en a pris une. Le chèque est arrivé un mercredi.
25 000 € tirés du compte bancaire de ma mère et libellés à mon nom. Je l'ai tenu entre mes mains et j'ai ressenti quelque chose de complexe. Ni du triomphe, ni de la tristesse, quelque chose entre les deux, comme retrouver une lettre que votre père vous a écrite il y a des années et qui s'est perdue dans le courrier. Le message a toujours de l'importance, mais le retard modifie la façon dont on le reçoit. Je l'ai déposé sur un compte d'épargne que j'ai ouvert spécifiquement pour lui. Je ne l'ai pas dépensé, pas tout de suite. Cela semblait mal de l'absorber simplement dans la vie quotidienne, comme jeter une lettre d'amour dans une pile de courriers indésirables. Finalement, Céline et moi avons décidé de l'utiliser comme apport partiel pour une propriété en dehors de la ville. Une petite maison sur près d'1 hectare où Léo pourrait courir, où nous pourrions respirer. Papa aurait aimé ça. Il parlait toujours de vouloir un bout de terrain, un endroit où l'on pouvait se tenir dehors sans entendre la télévision du voisin. Mais l'argent n'était pas vraiment le but. Il n'a jamais été question de 25 000 €. Il était question d'être vu. De mon père qui m'avait vu assez clairement pour écrire mon nom et mettre quelque chose de côté et de ma mère qui avait si peu d'estime pour moi qu'elle l'avait détourné sans une seconde pensée. La bataille juridique n'était que le mécanisme. La vraie guerre portait sur le fait de savoir si j'avais de l'importance. Et pour la première fois, j'avais la preuve sur papier que j'en avais. Environ un mois après le règlement de l'affaire, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas. Rémi m'a appelé, pas depuis le téléphone de notre mère, pas avec une arrière-pensée. Il m'a appelé depuis son propre numéro à 9 h du matin un samedi. Et quand j'ai décroché, il a dit « Eh, on peut parler ?» Juste nous. Sans parler de maman. J'ai failli dire « non ». Céline, qui était assise en face de moi en train de manger des toasts, a haussé les sourcils et a articulé silencieusement « C'est toi qui vois ». De cette manière qu'elle a quand elle veut que je prenne ma propre décision, mais qu'elle a aussi clairement une opinion. J'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant à mi-chemin entre nos domiciles. Un de ces vieux endroits avec des banquettes en sky et du café qui a le goût d'être sur la plaque chauffante depuis longtemps. Rémi avait l'air différent. Pas physiquement différent, plutôt comme si l'énergie autour de lui avait changé. Il était plus silencieux, moins théâtral. Il s'est assis, a commandé un café et n'a rien dit pendant 1 minute entière, ce qui pourrait bien être un record personnel pour Rémi. Puis il a dit, « Je ne savais pas pour l'argent, Julien. Je te jure que je ne savais pas qu'elle avait pris ce que papa t'avait laissé. » Je te crois, ai-je dit. Parce que c'était vrai. Mais j'étais au courant pour le reste, a-t-il continué. Je savais qu'elle me donnait trop. Je savais qu'elle ne te traitait pas de la même façon. Je n'ai juste jamais rien dit parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Et ça, c'est de ma faute. Je suis resté assis là et j'ai laissé cela s'imprégner. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Ce n'était pas une prise de responsabilité pour 32 années d'acceptation passive d'un système qui existait à mes dépens. Mais c'était plus que ce que je n'avais jamais obtenu de quiconque dans ma famille. Et c'était honnête, ce qui compte dans une famille où l'honnêteté a été une denrée rare. Tu sais ce qui m'a fait réagir ? A dit Rémi en remuant son café. Quand tu m'as dit à ton bureau que l'argent de mon arrestation venait de l'assurance de papa, je suis rentré chez moi et je n'ai pas pu dormir. Pas parce que Mélanie l'avait découvert, parce que j'ai réalisé que j'avais mené une vie que d'autres personnes avaient payée en agissant comme si je l'avais construite moi-même. Et la personne qui a payé le plus, c'est toi. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête et dit, ouais, c'est vrai. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous n'avons pas eu de réconciliation dramatique autour d'un petit déjeuner. Nous sommes juste restés assis là à manger notre petit déjeuner comme deux gars qui repartaient de zéro, ce qui était exactement le cas. Rémi m'a dit qu'il avait commencé à aller à des réunions, pas les alcooliques anonymes, mais un groupe de responsabilisation financière par le biais de sa paroisse. Il prenait des gardes supplémentaires. Il avait ouvert son propre compte courant pour la première fois de sa vie, ce qui est une phrase qui devrait embarrasser un homme de 32 ans, mais au moins il le faisait. Je lui ai parlé de ma promotion, de Léo, de la propriété que Céline et moi visitions. Il a écouté et n'a pas ramené les choses à lui, ce qui était nouveau. À la fin du petit déjeuner, il a dit, « Je ne vais pas te demander de pardonner à maman, mais j'espère que tu ne me fermeras pas la porte pour toujours. » Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et je le pensais. Quant à ma mère, c'est ici que je dois être tout à fait franc avec vous. Elle et moi ne sommes plus en contact.
Pas à ce jour, et je ne vois pas cela changer de sitôt. Elle ne s'est jamais excusée. Pas pour l'appel téléphonique, pas pour l'argent, pas pour 34 ans à me faire sentir comme la doublure dans ma propre famille. Le règlement financier était une transaction légale, pas émotionnelle. Elle a payé parce qu'elle y était obligée, pas parce qu'elle était désolée. J'ai entendu dire par tante Simone que ma mère racontait aux gens de sa paroisse que je l'avais poursuivie en justice à la suite d'un malentendu, que j'avais toujours été le difficile, qu'elle avait fait de son mieux. Et écoutez, peut-être que dans sa façon tordue de voir les choses, elle y croit. Peut-être qu'elle a tellement réécrit l'histoire dans sa tête qu'elle pense sincèrement avoir été une bonne mère pour ses deux fils à parts égales. Les gens sont capables d'incroyables autoduperies quand l'alternative est d'admettre qu'ils ont échoué. Mais je n'ai pas besoin qu'elle le voie clairement. C'est la chose que j'ai apprise dans tout cela. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer d'obliger quelqu'un à vous voir, en jouant votre rôle de plus en plus fort pour un public qui regarde toujours l'autre scène. Ou vous pouvez vous retourner, sortir de ce théâtre, et aller construire une vie pour les gens qui sont vraiment présents pour vous. Céline est présente. Vincent est présent. Michel est présent. Tante Simone est présente. Léo est présent chaque matin en sautant sur notre lit et en me léchant le visage jusqu'à ce qu'il me soit physiquement impossible de continuer à dormir, ce qui est agaçant, mais aussi plutôt parfait. J'écris ceci depuis la terrasse arrière de notre nouvelle maison. Près d'un hectare, un grand jardin, des arbres qui deviennent orange en automne. Léo est couché à mes pieds en ce moment même, en train de mâcher un bâton beaucoup trop gros pour lui, mais il refuse de l'accepter. Il y a une photo encadrée d'Hugo sur la cheminée à l'intérieur juste à côté de notre photo de mariage. Céline l'a mise là le jour où nous avons emménagé et a dit qu'il était là le premier. Mon père m'a laissé 25 000 € parce qu'il voulait que je sache que je comptais. Ma mère les a pris parce qu'elle ne pensait pas que je comptais. Et mon chien ridicule, magnifique, qui mettait des poils partout, m'a montré chaque jour pendant 14 ans que l'importance n'est pas quelque chose que l'on gagne auprès de personnes déterminées à ne pas vous en accorder. C'est quelque chose que l'on reconnaît chez ceux qui vous en accordent déjà. Alors oui, ma mère m'a dit de parler de quelque chose de réel pendant que je pleurais mon chien mort. Et j'ai dit 6 mots qui ont tout changé. Ne m'appelle plus jamais, maman. Il s'avère que parfois, la chose la plus réelle que vous puissiez faire, c'est d'arrêter de prétendre que quelqu'un qui n'a jamais été là pour vous va commencer à l'être maintenant. Parfois, la chose la plus réelle est de s'éloigner. Et parfois, si vous avez de la chance, vous vous éloignez pour entrer directement dans une vie qui vous attendait depuis tout ce temps. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire ces derniers jours. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la force tranquille qu'il faut pour poser des limites claires et protéger son estime de soi. Parfois, choisir le silence et la distance devient la plus belle façon de se respecter soi-même. J'espère que vous prenez aussi le temps de soigner vos propres blessures intérieures avec douceur. La responsabilité commence toujours par soi, en apprenant à ne plus porter le poids que les autres nous imposent. La gentillesse véritable naît quand on sait dire non avec calme et sans culpabilité. Dans la vie, il est essentiel de s'entourer de personnes qui nous voient vraiment et nous respectent. Chaque jour, je vous encourage à choisir la paix plutôt que les conflits inutiles. Prenez un moment pour vous demander ce qui compte vraiment pour votre bien-être profond. Merci d'être là et de cheminer avec moi dans ces réflexions. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.